Bonjour, bienvenue au Festival des Libertés. Ici, vous retrouvez tous les débats qui se tiendront entre le 21 et le 31 octobre au Théâtre National. Bonne écoute. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le 7e jour de l'édition 2021 du Festival des Libertés. Ça a été déjà presque une semaine qu'on a démarré, une édition consacrée à une triple thématique, celle qui explore les liens, les tensions entre confiance, défiance et surveillance. Si nous avons eu envie de poser des questions, d'interroger ces sortes de triangles de Bermude démocratiques, c'est parce que on a une intuition, une impression que on vient de traverser une série de crises qui ont normalisé certains mécanismes, notamment en ce qui concerne la surveillance et le contrôle des populations. Mais ces crises et ces situations qu'on a vécues, mais aussi il y avait une tendance qui était à l'œuvre déjà avant, fait en sorte qu'il y a une certaine polarisation de la société et qui donne l'impression qu'il y a certains sujets, il y a certaines situations où le dialogue n'est vraiment pas évident. Alors, un élément peut-être à pas négliger autour de cet état de fait, cette constatation, c'est probablement que pas mal des dimensions de notre vie se numérisent, se digitalisent, pour le dire dans les mots anglais. Et avec la crise, ces longs confinements qu'on a dû vivre, et ces 2 longs confinements qu'on a dû vivre, il y a eu aussi une séparation physique qui a eu un impact sur nos affects et sur ce manque de présence, une manque de présence de l'un à l'autre qui a peut-être impacté notre capacité à faire attention, à être dans la sollicitude, dans le soin à l'autre. Donc, rappelez-vous qu'on a eu des métiers, des activités qui étaient essentielles, non essentielles. On a été vraiment mis dans des situations dans lesquelles cette notion de distance, ce qui était possible d'être mis en distance ou pas, a été fortement interrogée. Alors, comment faire du lien? Comment faire collectif? Et aussi, comment retrouver cet équilibre qui semble un peu mis à mal entre confiance, défiance et surveillance? Et puis, comment faire place à la confiance? Quand on pense notamment à des questions de santé et à des mesures en santé publique, cette question de la confiance est vraiment essentielle. Elle est au cœur de toutes les attentions, de toutes les tensions. Puisque s'il s'agit de faire appliquer des politiques ou des mesures en santé publique, il faut qu'il y ait une confiance de la part des politiques et des décideurs sur la population. Et l'inverse, pour que les mesures puissent être acceptées, comprises, il faut qu'il y ait une confiance dans l'autre sens de la part des citoyens, des citoyennes vis-à-vis des autorités. Et aussi, il y a une question de la légitimité des savoirs, des expertises qui sont mobilisées pour appuyer, pour justifier ces décisions, ces mesures. Alors, qui décide? Qui se met autour de la table? C'est aussi des questions qui vont être interrogées lors de cette rencontre. Qui est sollicité et qui ne l'est pas? Quels points de vue sont ceux qui prévalent, qui sont le plus importants lors de la prise de décision, lors de l'application et la structuration de mesures, et lesquels ne le sont pas? En gros, c'est déjà une très longue intro pour placer le cadre dans lequel nous nous réunissons ce soir. Un cadre qui est porté par Bruxelles Laïque, par le Festival des Libertés, mais qui est fait tout en complicité avec 3 partenaires. Il s'agit de 3 ASBL actrices dans les secteurs de promotion de la santé, mais aussi de l'éducation permanente. Il s'agit de Culture et Santé, qui
qu'on a sollicité vraiment pour leur expertise autour des questions de santé et interculturalité. Merci à eux et à elles pour être présents et avoir répondu présente à cette invitation et d'avoir vraiment participé pleinement dans la construction de cette soirée. Il s'agit aussi de l'ASBL Femmes et Santé, une ASBL féministe de promotion de la santé qui a permis aussi d'interroger les dimensions basées sur le genre, de comment les mesures ont été vécues ou pas, bien ou mal, par les personnes concernées. Et aussi la Fédération des maisons médicales qui a un volet éducation permanente et qui interroge effectivement comment faire un travail d'éducation permanente en étant un acteur important en matière de santé des premières lignes. Voilà, une petite information. Vous avez remarqué que contrairement à ce qui était annoncé dans le programme et dans les différents supports de communication, nous avions imaginé un panel à 4 voix. Donc, on avait invité Linda Cambon qui travaille dans le bureau de promotion de la santé. Elle est une spécialiste en promotion de la santé en santé publique à Bordeaux qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais elle a enregistré son intervention qui sera présentée au moment où on a imaginé son passage, où elle était amenée à répondre à une de nos questions. Voilà pour une intro bien dense, bien longue, qui jette des bases qui vont être approfondies et améliorées par notre panel que je vais vous présenter dans un deuxième temps. Parce qu'avant de vous présenter notre panel, j'ai envie de vous inviter à prendre un moment pour réfléchir à une question. Et si on vous invite à réfléchir à cette question, c'est peut-être pour poser un jalon dans la réflexion qu'on veut commune et collaborative. Et alors, la question qu'on avait envie de vous poser, que vous pouvez réfléchir de manière indépendante, mais que vous pouvez aussi, je vous invite vraiment à partager vos réflexions avec votre voisin, votre voisine de chaises, de bancs dans le public. Qu'est-ce qui permettrait d'améliorer votre confiance dans les mesures de santé publique? On va revenir à cette question plus tard. Je vais inviter, donc je vais plutôt solliciter mon collègue de la technique pour passer 2 minutes d'un interlude musical avec La Masa de Silvio Rodríguez qui vous permettra à la fois de réfléchir de manière indépendante ou en dialoguant avec votre voisin ou votre voisine. Donc, Dimitri, si tu veux bien passer La Masa de Silvio Rodríguez. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela,
qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. J'entends que tout doucement, et la musique et les échanges diminuent. Et donc, je crois que je vais avoir la très belle tâche de vous présenter notre panel. Un panel assez diversifié. Vous allez voir avec des profils très enrichissants, très variés, qui allient effectivement travail de terrain et analyse et philosophique et sociologique. Donc, je vais me tourner d'abord à ma droite pour présenter Marc Hunyadi. Marc Hunyadi, vous êtes philosophe. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes aussi professeur à l'Université catholique de Louvain et auteur de Au début et la confiance, qui est un ouvrage pas mal en lien avec la thématique du festival de cette année. Et si j'ai bien compris, vous êtes venu à vous intéresser à ces concepts, notamment parce que vous travaillez aux questions numériques, à l'influence du numérique. Bonsoir, et je vais d'abord présenter tout le monde, mais déjà bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et alors, je me tourne alors à ma gauche pour présenter en deuxième lieu, Natalia Hirtz. Natalia, qui est sociologue. Vous êtes sociologue et chargée des projets ainsi que formatrice au GRECEA. Vous avez travaillé récemment sur le mouvement du personnel de la santé, notamment autour des questions de la privatisation de soins de santé. Merci beaucoup d'avoir répondu présente encore une fois à notre sollicitation. Vous n'êtes pas la première fois autour d'un panel du Festival des Libertés. Merci encore. Et si je peux me permettre de t'inviter à prendre ton micro à chaque fois puisqu'on nous écoute en streaming. Donc voilà, c'est une bonne habitude à prendre que d'avoir cet outil de travail indispensable. Voilà. Robin Drevet, c'est ça? Je n'écorche pas ton nom, d'accord. Vous êtes travailleur à Modus Vivendi et vous êtes ici pour partager avec nous les résultats d'une étude qui a été confiée au réseau Save Tonight, qui est un réseau qui réunit des travailleurs et travailleuses, si je comprends bien, en prévention, en promotion de la santé en milieu festif. Et donc, vous allez partager avec nous vos analyses menées au sein de ces réseaux. Un grand merci d'avoir répondu présent pour composer cette soirée et répondre aux différentes questions qu'on va se poser ensemble. Voilà, alors, si on vous a invité à partager vos interrogations autour de cette question, c'est pour vous intégrer effectivement à cette réflexion qui se veut collective. J'ai oublié de dire qu'il y a un excellent système de renouvellement de l'air et que donc effectivement c'est pas innocent de vous demander ou de vous inviter à échanger avec votre voisin, votre voisine de chaises dans une salle de théâtre par les temps qui courent. Ça fait partie de la réalité. Mais sachez que, voilà, vous allez être probablement amené à échanger aussi avec votre voisin, votre voisine de chaises. Et donc, sachez que, évidemment, vous pouvez garder le masque, vous pouvez l'enlever, vous pouvez surtout checker avec les personnes avec qui vous échangez si c'est OK de travailler d'une manière ou d'une autre avec ou sans masque, mais qu'en tout cas, la qualité du renouvellement de l'air est en permanence de 100%. Voilà, quelque chose qui peut paraître banal, mais qui, par le temps qui court, est quand même une information qui peut avoir son importance. Voilà.
Je vais me tourner alors à notre première intervenant, enfin la personne qui a l'honneur et la difficile tâche d'introduire le concept et les discussions de la soirée. Marc Hunyadi, en construisant cette discussion, on imaginait vous demander de faire un exercice en lien avec ce qu'on vit et de vous poser la question suivante. Que nous a appris la pandémie du Covid-19 sur la confiance? Oui, merci Paola. Effectivement, bon, on peut dire que ça a été un des bénéfices secondaires, si on veut, de cette pandémie que nous avons vécue et que nous vivons encore, que de, je dirais, mettre à nu une foule de mécanismes de confiance qui, jusqu'alors, passaient inaperçus. D'une manière générale, c'est un bénéfice des crises, si vous voulez, de faire apparaître quelque chose qu'on ne voyait pas forcément avant. Et quand je parle ici des mécanismes de confiance, ça allait en réalité bien au-delà de ce à quoi on associe la confiance, c'est-à-dire la confiance dans les hommes et femmes politiques, la confiance dans les institutions de santé, etc. Je vais m'expliquer là-dessus tout de suite. Il se trouve que j'ai terminé le livre auquel Paola a fait allusion, Au début et la confiance, au moment où commençait le premier confinement. J'y travaillais naturellement depuis des années, mais c'est là que je l'ai fini. Et le confinement, en quelque sorte, confirmait de manière éclatante à mes yeux la thèse principale que je défends dans ce livre, à savoir que la confiance est quelque chose de beaucoup plus global, quelque chose de beaucoup plus englobant que ce à quoi on l'associe traditionnellement. Traditionnellement, et quand je dis traditionnellement, c'est dans le sens commun et dans la littérature, traditionnellement, on associe la confiance à une prise de risque particulière où il faut faire preuve de confiance pour agir. L'exemple favori des économistes, par exemple, c'est l'achat d'une voiture d'occasion. Bon, là, on prend un risque. Il y a un moment où il faut faire le saut, il faut faire confiance. Et donc on associe la confiance au risque, donc au calcul de risque, et le souci des économistes, par exemple, c'est de réduire à chaque fois le risque. Bon. La crise du Covid, à mon avis, offrait un démenti cinglant à cette vision extrêmement étroite, extrêmement étriquée de la confiance. Pourquoi ? Parce que précisément le confinement a brutalement, à la manière d'un rideau qui tombe sur une scène, si vous voulez, a brutalement suspendu toutes nos relations élémentaires de confiance. Et par conséquent, a révélé par là même que notre relation au monde, aux choses, aux personnes et aussi aux institutions, mais déjà aux choses, était en quelque sorte tissée par la confiance. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on ne pouvait plus toucher les aliments sur les étals. Les personnes, on a dû prendre les gestes barrières, etc., etc. Et donc ça montrait en quelque sorte par la négative qu'en temps normal, c'est-à-dire sans pandémie, en temps normal, en réalité, toucher une pomme, c'est déjà un geste de confiance. La confiance que la pomme ne va pas me contaminer ou que je ne vais pas contaminer la pomme. Par conséquent, la confiance se révélait être quelque chose de beaucoup plus important que simplement lié à ces situations de risque que j'évoquais tout à l'heure. La confiance est bien davantage ce dans quoi nous séjournons. Ce dans quoi nous séjournons en permanence. Autrement dit, la confiance se révélait être non pas une relation au risque, mais une relation au monde. Là maintenant, nous sommes tous assis sur des sièges, nous avons confiance que ces sièges vont nous soutenir. C'est très important en réalité. Et notez bien qu'il ne suffit pas de croire que le siège va nous soutenir, il faut s'asseoir dessus. C'est-à-dire que la preuve de la confiance, c'est le fait de s'asseoir dessus. En s'asseyant sur un siège, on s'attend à ce que le siège se comporte d'une certaine manière, à savoir qu'il supporte notre poids. Et si vous voulez, c'est en partant sur des réflexions de ce type que, effectivement, je définis la confiance comme étant, d'une manière très générale, un pari sur les attentes de comportement. À chaque fois que nous agissons, nous nous attendons à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Il n'y a pas d'action possible sans que
on s'attende à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Sinon, on n'agit pas. Bon. Et alors ça, c'est valable, évidemment, tant pour les choses qui nous entourent, les objets matériels, même l'environnement, le sol qui doit soutenir nos pas. C'est vrai pour les personnes, naturellement, avec lesquelles nous n'entrerions pas en interaction si nous ne nous attendions pas à ce qu'elles se comportent d'une certaine manière. Là, dans cette salle, nous sommes, au fond, même sans nous connaître, nous nous attendons à ce que nous nous comportions d'une certaine manière. Si quelqu'un se met à danser en hurlant, voilà, il va nous surprendre, précisément parce que ça ne correspond pas à ce qu'on attend normalement dans une situation pareille. Donc nous avons, en ce moment même, sans l'avoir dit, sans y avoir même réfléchi, nous avons des attentes de comportement réciproques les uns envers les autres. Et ceci vaut également pour les institutions, puisque en nous adressant à une institution, eh bien, nous nous attendons à ce que cette institution se comporte d'une certaine manière, n'est-ce pas? Quand on dit j'ai confiance dans la justice de mon pays, c'est une phrase qu'on entend très souvent, eh bien, on veut dire que je m'attends à ce que l'institution et ceux qui la représentent se comportent d'une certaine manière, c'est-à-dire de manière juste, de manière équitable, qu'elles prennent en compte tous les arguments, etc., etc. Donc, en fait, notre relation au monde, elle est pétrie de ces attentes de comportement. Ça, c'est quelque chose de très fondamental. Alors, je ne peux pas détailler ici, naturellement. Les attentes de comportement ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même confiance. Ce n'est pas le même type de confiance que j'ai dans mon réveil matin ou envers mon médecin, si vous voulez. C'est évident. Mais il y a une même structure. Il y a une même structure. Cette structure fondamentale de la confiance, c'est ce pari sur les attentes de comportement. On agit en fonction de ce qu'on peut attendre du corrélat de notre action, hein, que ce soit une chose, une personne ou une institution. Alors, bon, ceci étant dit, si vous voulez, pour la pandémie, on a appris énormément de choses de ce point de vue-là, n'est-ce pas, sur les attentes de comportement des uns et des autres. Par exemple, tout d'un coup, comme vous le savez, cette confiance s'est trouvée extraordinairement renforcée dans le personnel soignant. D'une manière générale, rappelez-vous, 20 heures, les applaudissements, etc. Tout d'un coup, on se rendait compte, donc la crise a mis aussi en évidence ce travail de proximité, hein, qui est le travail des soignants, sur lesquels nous pouvons compter. Tout d'un coup, ça se révélait au monde, enfin oui, ça se révélait à tout le monde que, voilà, avoir confiance dans l'hôpital, dans la santé publique, dans l'organisation de la santé publique, passait par ce personnel soignant, par ce personnel de proximité qui, en temps normal, entre guillemets, travaillait plutôt dans l'ombre. À l'inverse, on a eu une confiance, comment dirais-je, réduite dans les experts. Tout d'un coup, on voyait, ils venaient au premier plan, et puis on voyait qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, etc. Là, par exemple, c'est un mécanisme de confiance un peu plus complexe. Il faudrait un peu complexifier le tableau, parce que ce n'est pas juste qu'on a perdu confiance parce qu'ils disaient des choses contradictoires. Je pense qu'il y a eu une espèce d'erreur du public aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je pense que la perte de confiance qu'on a eue dans les experts était due aussi à une attente trop forte de la part du public en ce qui concerne la vérité scientifique. C'est-à-dire qu'on avait des attentes très hautes. On avait l'impression qu'un expert scientifique, il devait dire la vérité parce qu'il représentait la science. Mais c'est aussi parce qu'on a été, parce que d'une manière générale, on avait une trop haute attente à l'égard de la science et qu'on sous-estimait en réalité le caractère empirique, le caractère incertain, le caractère tâtonnant de la science. La science, ce n'est pas des vérités absolues, c'est des vérités qui se cherchent. En médecine, évidemment, plus encore qu'ailleurs. Donc, en fait, les gens ont été, me semble-t-il, un peu désarçonnés par la pluralité des voix des experts, mais en fait, c'est parce que cette pluralité des experts donnait une image juste de ce qu'est la pratique quotidienne de la science, c'est-à-dire ce tâtonnement. Les experts ont eu tort aussi de parler de façon beaucoup trop péremptoire. Il y en a quand même très peu qui utilisaient le conditionnel. Hein, ils disaient c'est comme ça sera comme ça, dans 20 jours, dans 2 mois, etc., etc. Alors que leur savoir, ils auraient dû être plus humbles, si vous voulez. Leur savoir devait être plus incertain.
Donc là, il y avait une espèce d'échange de fausses attentes, si vous voulez, par rapport à la dureté présumée du savoir scientifique. Alors, je ne sais pas, je peux continuer encore. Hein, donc, vous pourriez continuer effectivement pendant très longtemps. Mais il y a le problème du numérique, évidemment, aussi, qui est très important. Voilà, mais si vous pourriez le faire en 1 minute, ça serait super. Voilà. On se croirait à la télévision, là. Vous avez 30 secondes. Bon, écoutez, pour le numérique, je dirais la chose suivante. Qu'est-ce qui est caractéristique disons, ce qui s'est passé avec le numérique, j'aimerais le prendre, ce qui s'est passé avec la santé, autour de la santé, j'aimerais le prendre comme un symptôme, au fond, de quelque chose de beaucoup plus général pour le numérique et qui pose un véritable problème de confiance envers le numérique. C'est que ce dont il faut se rendre compte, absolument, c'est que le numérique, il est fait de telle manière que chaque usage que nous en faisons, que ce soit pour regarder la météo ou pour identifier une fleur, etc., chaque usage que nous faisons est toujours, au fond, traversé par une double finalité, par deux choses. C'est premièrement l'usage que nous en faisons comme outil. On se sert, par exemple, pour regarder la météo, si vous voulez, d'accord ? Ça, c'est ce pourquoi on l'utilise. Et d'un autre côté, il y a une deuxième finalité qui est absolument congruente à la première, indissociable de la première, c'est que en même temps, nous servons le système. C'est-à-dire qu'en même temps, nos données sont prises, nous sommes identifiés, etc. Donc, en même temps qu'on se sert de l'outil, au fond, le système se sert de nous pour faire fonctionner le système. Donc ça me semble une caractéristique structurelle, si vous voulez, du numérique, bon, il faudrait que je détaille, je n'ai pas le temps, mais qui est vraiment très importante. Hein, c'est là-dessus que fonctionne tout le système numérique et c'est là-dessus que fonctionne le business model des GAFAM, de Facebook, etc. S'il n'y avait pas cette double finalité, il n'y aurait pas ce double modèle. Et donc, juste, alors voilà, je lance une pierre pour voilà, lancer peut-être la réflexion, le débat, mais c'est qu'avec la santé, on est confronté au même problème. C'est-à-dire qu'il y a un double usage. N'est-ce pas ? C'est qu'à la fois, ça doit servir la santé publique, etc., mais aussi la surveillance. En même temps, c'est-à-dire en même temps que le numérique sert à soigner ou à aider aux soins ou à aider à une politique de santé publique, en même temps, ça sert à surveiller. Hein, cette double finalité. On ne sait pas qui nous surveille, on ne sait pas où vont les données. C'est un problème constitutif du numérique. Et donc là, voilà, la situation que nous avons vécue et que nous vivons encore avec le numérique, elle est tout à fait, au fond, exemplaire, emblématique, mais du fonctionnement du numérique en général. Et donc, on a raison, d'une certaine manière, de se méfier, parce que le numérique, si vous voulez, ces outils numériques ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. Voilà, ils sont aussi faits pour un autre usage, pas seulement l'usage qu'on en fait. Et voilà, l'usage actuel des passes sanitaires, du Safe Covid Ticket, etc., il s'insère absolument dans cette problématique générale qui, effectivement, génère, à juste titre, de la méfiance. Merci beaucoup. Voilà, les questions difficiles ont été posées, des questions qui nous concernent effectivement comme organisateur d'un événement de masse. On a été effectivement obligé de s'inscrire dans un dispositif de cette sorte en nous posant effectivement des grands questionnements, nous obligeant vraiment à faire un exercice difficile d'autoréflexivité. Merci beaucoup d'avoir amené cette question. On va la déployer. On va aussi élargir cette question d'ordre philosophique très, très large aussi, en faisant aussi déjà une précision sur comment est-ce que ces questions se posent en santé publique, plus précisément. Et c'est à travers l'intervention que Linda Cambon a préparée et nous a envoyée par vidéo que nous allons découvrir effectivement comment se posent ces questions-là, comment est-ce que les mesures ont été décidées et dans quelle mesure elles ont répondu ou pas à la diversité de nos sociétés et donc comment est-ce que la confiance peut se poser à ces niveaux-là. Voilà, donc je vais demander à mes collègues en charge de la technique de lancer la vidéo. Bonjour à toutes et tous. Le sujet de ce soir est de discuter de notre modèle de santé publique et de sa capacité ou non à créer de la confiance. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous, mais je vais vous livrer néanmoins mon analyse.
Le sujet qui était le mien était de souligner les failles de notre modèle de santé publique, lesquelles ont été révélées par la crise. Rappelons d'abord le thème central, celui des inégalités. Quand on parle d'inégalité en santé, on parle de vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle peut être liée à l'âge, conditions de santé, au statut socio-économique, aux conditions de vie, à la littératie, à la maladie, à l'environnement social et physique dans lequel on vit. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. En revanche, il revient à notre modèle de santé publique et plus largement sociétal de pallier ces inégalités en proportionnant son action. Donner plus à ceux qui ont le moins, protéger les plus vulnérables, prévenir l'apparition de ces inégalités. La crise a révélé notre incapacité à faire cela. 3 failles majeures de notre modèle de santé publique peuvent être repérées. La première est qu'il est égalitaire. Alors évidemment, ça sonne plutôt positivement. Mais si on regarde la crise Covid, on se rend compte que c'est une syndémie. C'est-à-dire que la Covid a des effets différenciés selon certaines caractéristiques d'âge ou de morbidité. Or, nous avons pris des mesures universelles. Le confinement, le télétravail, les déprogrammations, la fermeture des écoles. C'est-à-dire que ces mesures ont été appliquées sans considération de vulnérabilité à la maladie, les rendant plus ou moins acceptables, voire éthiques, des conditions de vie, ce qui les rend plus ou moins supportables, des ressources individuelles pour y faire face, ce qui les rend plus ou moins équitables. On se doute bien qu'il y a des mesures qui ont été plus difficiles à observer que pour d'autres. Il est plus facile de rester enfermé dans une maison avec jardin qu'à 30 mètres carrés, de suivre des enseignements à distance avec des parents qui peuvent aider ou encore de rester isolé en famille plutôt que seul. Pire que tout, ces mesures s'avèrent délétères sur de multiples aspects et c'est la seconde faille de notre modèle, notre incapacité à mesurer le rapport bénéfice-risque des mesures sur la population. Dans le développement d'un médicament ou d'un traitement, on mesure ce ratio de manière à ce que le traitement ne fasse pas plus de mal que de bien. Et cette analyse se fait en différenciant les populations. Sur le principe, d'abord ne pas nuire. Non seulement nous avons mis en place des mesures dont l'efficacité n'était pas prouvée sur le long terme, comme le confinement par exemple, mais il était assez prédictible qu'elles contribueraient à nuire à la santé globale. Par exemple, on estime qu'il va y avoir une mortalité de cancer augmentée de 7% liée au retard de soins et de diagnostic. Les 3/4 de la population souffrent de troubles psychiques. La catégorie de la population qui a payé le plus lourd tribut sont les enfants, avec des problèmes de développement, de socialisation, un ralentissement des apprentissages, des difficultés psychologiques, une surexposition aux violences intrafamiliales, une surexposition aux écrans et donc une addiction aux écrans, des comportements nutritionnels et d'activité physique perturbés, et puis évidemment un problème d'accès aux soins curatifs ou préventifs. Le summum de cette non-réflexion réside dans l'obligation vaccinale, par exemple par passe interposée des enfants non morbides en France. C'est-à-dire qu'on assiste à une vaccination massive des adolescents, alors même que peu d'études ont montré des effets positifs lorsque les enfants ne souffrent pas de comorbidité. Certaines études montrent même des effets secondaires, comme des myocardites chez les jeunes garçons. On a donc un rapport bénéfice-risque qui est très, très discutable, d'autant que l'argument n'est pas tant de protéger les enfants, mais de protéger les adultes qui ne seraient pas vaccinés. Les plus impactés par la crise sont finalement les enfants et les plus pauvres. Pas par la Covid, mais par la gestion de la crise. C'est-à-dire qu'on a déplacé le fardeau sanitaire. Pour protéger les plus âgés et les plus aisés, on a sacrifié les plus pauvres et les plus jeunes. Cela aurait pu être évité en mobilisant l'intelligence collective pour trouver les bonnes mesures ou la bonne proportion des mesures en fonction des catégories de population et de leurs différences, tant par rapport à la maladie qu'à leur capacité à supporter ces mesures. Cette intelligence collective, ça s'appelle la démocratie sanitaire. Et c'est la 3e faille de notre modèle. Nous avons été incapables de la mobiliser. Les gouvernants se sont entourés de comités scientifiques ad hoc, essentiellement constitués d'expertise de la modélisation du virus et non des populations et des organisations. Les décisions ont été prises au mépris de l'expertise des agences, elles-mêmes créées pour aider la décision, des élus locaux et de leur connaissance des citoyens et des territoires, et des populations elles-mêmes et ce qu'elles pensaient acceptable ou non sur le long terme. Et cette expertise a étayé une stratégie descendante, quasi militaire, et donc une solution privée de toute forme de créativité, d'ingéniosité ou de diversité. Alors quel est le modèle de santé publique qu'il aurait fallu ? La réponse est dans le constat que je viens de faire. Un modèle intégré au territoire, où les questions de santé publique ne sont pas l'apanage d'un bureau centralisé, aveugle d'une partie des composantes de la situation. Cela signifie que les responsables au plus proche des territoires, en France par exemple les élus, les ARS, les chefs d'établissement, peuvent et doivent être consultés pour déterminer le
là où les solutions les meilleures possibles en fonction du contexte. Un modèle aussi participatif, c'est-à-dire que le peuple, les professionnels de première ligne, l'ensemble des experts de santé publique, y compris en dehors du champ médical, doivent être consultés et entendus pour trouver les bonnes solutions. Et enfin, c'est un modèle prévenant, où l'impact des mesures à mettre en place doit être analysé au regard de leur rapport bénéfice-risque sur la population, mais aussi sur les catégories de population. On appelle ça une démarche d'étude d'impact en santé. L'ensemble des pays européens ont signé les accords de Manhattan prévoyant en fait ces démarches-là, et on ne les a pas systématisées. Cela aurait permis, par exemple, une adaptation des mesures aux populations en privilégiant une logique proportionnée de réduction des risques. Privilégier, par exemple, des mesures environnementales de purification des espaces clos, maintenir l'activité sociale des personnes non à risque, ou encore privilégier les interactions en plein air. Cela aurait permis aussi une adaptation au territoire, en évitant, par exemple, les déprogrammations de soins appliquées de manière universelle, y compris dans les territoires les moins exposés. Cela aurait permis aussi une stratégie d'aller vers les plus éloignés du système, que ce soit pour communiquer sur les gestes barrières ou la vaccination, plutôt que de développer un modèle coercitif ou culpabilisant. Ainsi, à la question « que faut-il pour mettre en place ce modèle ?» Finalement, on a tout ce qu'il faut. Il faut un peu de bon sens. On ne gère pas une population comme on gère un patient dans un hôpital. Il faut mobiliser les forces en présence, les organisations, les expertises et intégrer le principe de base, d'abord, ne pas nuire. Il est question de confiance dans ce débat. La confiance ne peut s'acquérir ou se reconquérir qu'à deux conditions. Que le système prenne vraiment soin de la santé, dans toute sa globalité et pour toute la population, dans toute sa diversité. Et la deuxième condition, c'est que l'on apprenne à faire avec les gens, plutôt que sans, voire contre eux. Merci à toutes et tous de votre attention. Je vous souhaite un excellent débat. Je vais envoyer un mail à Linda Combon pour lui dire que vous avez applaudi. Voilà, donc une analyse en deux parties, certes, qui nous permet de à la fois entrevoir quelles sont les situations, enfin le point où les mesures, les décisions, la manière de prendre ces décisions ont été problématiques, et aussi qu'est-ce qu'il faudrait pour aller vers quelque chose qui ressemble à un système de santé publique plus misant plus sur la confiance qu'actuellement. Et en fait, pour poursuivre du plus général aux situations plus spécifiques, nous avons invité aussi un membre, ou plutôt une personne ressource qui va... excuse-moi, je tâtonne parce que je vous ai présenté, effectivement, mais dans mes notes, la présentation, elle est un peu en plusieurs parties. Donc, Robin Drevet, vous êtes ici pour nous faire part des recherches, enfin une étude qui a été faite, qui a été menée au sein d'un réseau du milieu festif. À un moment, Linda Combon a parlé d'études d'impact dans son intervention. Est-ce qu'on peut parler d'une étude d'impact par rapport à ce que vous allez nous présenter ? Non, parce que je pense qu'une étude d'impact, ça se fait plutôt en amont. Et donc là, on est plutôt sur qu'est-ce qui s'est passé après. Mais... D'accord, donc on est effectivement dans une autre type de démarche, mais je pose la question puisque ça a été évoqué. Linda Combon a parlé de pas mal de concepts qu'on va certainement revenir, l'itération santé, démocratie sanitaire. Mais plus spécifiquement par rapport à votre intervention, Robin, quels sont les impacts de mesures sanitaires sur le milieu festif? Et si on vous pose cette question, c'est parce que voilà, on voit bien que ces mesures ont été imaginées d'une manière très générale, très égalitaire, mais on voit que aussi certaines situations ne sont pas tout à fait comprises dans cette démarche. Pouvez-vous nous expliquer ? Oui, surtout le milieu festif, c'est quelque chose d'un petit peu vague. Du coup, moi, je ne suis pas un oraliste à la base, je suis plutôt quelqu'un qui écrit. Donc, vous me pardonnerez si je lis plus que je ne vous parle directement. Du coup, en mai 2021, dans une interview au journal Le Soir, Emmanuel Lallemand, qui est anthropologue de la fête, disait « Le confinement a fait de la fête un objet politique ». Tout ça au moment de l'organisation des booms au bois de la Cambre, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu.
Et donc, on est assez nombreux à penser quand même globalement que la fête était politique avant même la question du Covid. Mais du coup, à ce moment-là, plein de gens découvrent globalement la violence de l'État de manière générale, à travers la charge de police montée, à travers la suffocation par des gaz lacrymogènes, apparemment, du coup, mesure efficace contre une pandémie. Pour commencer, il est important de définir quand même ce que c'est que le milieu festif. C'est la fête à proprement parler, du coup, avec ses règles, ses moments, son lieu, ses personnes. Chaque personne a une image plus ou moins de ce que c'est pour lui la fête. Il est très difficile d'avoir une réalité homogène de la question. Pour autant, au niveau sociétal, on pourrait dire que c'est envisager la fête comme un moment exceptionnel qui peut être ou pas hors norme et qui se partage avec des personnes inconnues ou non. Historiquement, la fête est plutôt spirituelle et religieuse. En général, c'est Noël, Pâques, l'Aïd, tout ça, etc. Au fur et à mesure du temps, elle s'est énormément laïcisée et elle s'est énormément transformée. Les puissances politiques dominantes, globalement, osent rarement empêcher purement simplement la fête, mais ont toujours eu la volonté de contrôler l'espace festif, en particulier l'espace festif populaire, en restreignant la liberté et en les remplaçant par des fêtes dites officielles. La fête de la musique, les festivals, les fêtes nationales, tout ça, etc. Évidemment, le milieu festif dont moi, personnellement, je vais parler, c'est celui dans lequel nous, on s'inscrit et du coup, dans lequel on a une légitimité pour en parler. Je le définirais du coup comme un moment hors norme, justement, où on crée parfois de nouvelles règles, où le but est d'être dans une transgression de certaines limites et où les actions qui s'y déroulent n'ont pas forcément de conséquences en dehors de ce moment-là. Il peut y avoir de la musique, il peut y avoir des consommations de produits psychoactifs, il peut y avoir des relations sexuelles, et comme dans tous les lieux avec des relations de groupe social, il y a aussi la domination et des abus. Une considération générale avant de rentrer dans le détail, toutes les mesures prises par le gouvernement ont répondu à une définition faussée de la santé, qui est, du coup, selon le gouvernement, une absence de maladie. L'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un bien-être complet, mental, physique, qui ne se définit pas seulement et uniquement par une absence de maladie. Du coup, la question qu'on peut se poser déjà de base, les mesures sanitaires, répondent-elles vraiment à un enjeu de santé publique ? Le milieu festif, du coup, ensuite a été défini dès le début par les questions d'essentiel et de non essentiel. L'essentiel, du coup, ce qui était autorisé, et le non essentiel, ce qui était interdit et réprimé. Les festivals ont été annulés assez rapidement, ou alors du moins on l'a donné sous un faux titre d'interdiction. Globalement, est-ce qu'on pourrait imaginer un festival de Dour avec des gens assis à 1,50 m les uns des autres ? Outre la fermeture des espaces dédiés à la fête, quelles sont les conséquences sur le public de ces lieux ? Tout le monde n'est pas égal, et du coup Linda l'a dit, face aux restrictions sanitaires imposées par le gouvernement, sans concertation avec les acteurs concernés. Alors que le premier confinement a parfois été vu comme un soulagement pour les personnes, comme une façon de sortir de leur quotidien, comme une façon de gagner un temps libéré. Pour nombreuses personnes, ça a été plutôt l'inverse, ça a été un bouleversement du quotidien, ou du coup une inoccupation. Et en particulier, ceux qui ont le plus souffert le manque à l'accès festif sont ceux qui ont le plus besoin de décompresser. Ce sont les personnes économiquement précaires dont les espaces de vie sont déjà réduits. Ce sont les personnes qui ont besoin de s'échapper d'environnements familiaux violents, en particulier les personnes LGBTQI et en particulier les personnes, par exemple, femmes victimes de violences conjugales. En leur imposant un confinement strict et une bulle sociale fortement réduite, et donc un accès à leur communauté de soutien et sociale légalement impossible, les mesures n'ont fait que affaiblir des santé mentales déjà fragiles et parfois même exposer leur intégrité physique à plus de violence. L'échappement que rendait possible la fête est devenu impossible. Pour nombre de personnes, la fête en tant que moment et espace est aussi une première approche dans les consommations de produits, par exemple, qu'ils soient légaux, alcool, qu'ils soient illégaux, cocaïne, ecstasy, cannabis, etc. Produits qui ont des risques inhérents à leur composition et aussi à leur consommation. Grande partie de notre activité professionnelle au sein de nos activités subsidiées est d'informer et de réduire ces risques. Toute hypocrisie d'ailleurs d'une société prohibitionniste qui d'un côté punit et de l'autre côté accompagne. Toute une génération assignée chez soi ou dans les côtes n'ont donc aucun accès à ces informations. La logique de nos gouvernants étant, si on réprime, les gens ne vont pas pratiquer. Pourtant, on le sait très bien, une fois qu'un objet est interdit, il devient juste plus compliqué à mettre en place, mais il est quand même fait avec juste plus de risques pour soi et pour les autres. Cet état de fait s'est retrouvé renforcé par une temporalité infinie, où du coup, succession d'un premier confinement, d'un deuxième confinement, d'une deuxième vague, d'une troisième vague, d'une quatrième vague, de mesures qui n'avaient pas énormément de sens pour les gens autour d'eux,
et qui aboutissait à des risques et des prises de risques de plus en plus grandes au fur et à mesure. Quand on parle de milieu festif, tous les médias, mais aussi du coup nos politiciens, ont l'habitude globalement d'essayer de centrer ça sur une question des jeunes. Les jeunes, c'est quoi? C'est une espèce de masse homogène, responsable de tous les maux, à tendance égocentrique, n'ayant aucun respect pour l'autorité, et quand ils font la fête, a une tendance à une désinhibition sous substance. Ce jeune festif que les voisins n'hésitaient pas à signaler aux autorités compétentes, que l'on estimait vraiment puéril dans leur comportement, sans fondement, alors qu'ils demandaient des choses simples, manger, socialiser, faire des études, rencontrer des gens, avoir des relations sexuelles, face aux vrais problèmes des adultes. Jeunes qui s'est pourtant confiné à respecter en grande partie les mesures imposées par respect pour les populations les plus vulnérables. Ce jeune à qui on disait que faire la fête chez soi, c'était non recommandé, que la faire dehors, c'était pas possible non plus. Ce manque de confiance institutionnelle et du pouvoir envers ceux et celles qui ne veulent ou ne peuvent pas se conformer à ce qu'on leur demande et qui ne les évoquent que pour les critiquer, a été un leitmotiv de la pensée gouvernementale. En tant qu'acteurs, actrices et activistes de la réduction des risques, on ne peut pas s'empêcher, nous aussi, de faire le lien avec l'autre épidémie. L'autre épidémie, c'est le VIH-Sida. Après tout, comment ne pas faire le lien? Comment ne pas être dégoûté du mépris que nos gouvernants ont eu pour tout ce qui a été mis en place durant cette épidémie, pour les comportements les moins à risque pour soi et pour les autres? Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai vu et lu le terme de Covid party, qui désigne des moments ou des espaces festifs où les gens en fait faisaient la fête, de moins dans la perspective médiatique, pour se contaminer les uns les autres dans une perspective de se dire que du coup ils seraient débarrassés. Moi personnellement, ça m'a fait penser aux soirées dites plombage dans le VIH, où les gens se rencontraient avec des relations sexuelles entre eux non protégées, dans une perspective de se contaminer. Tout ça, c'était encore une belle façon de détourner le problème. Globalement, c'était une façon de créer un comportement minoritaire et de le monter en épingle pour en faire une règle d'un groupe social. Avec le VIH, on a ciblé d'abord la communauté gay, irresponsable, incapable d'arrêter de baiser, incohérente. Avec le Covid, c'était les jeunes qui ne se font pas vacciner, qui n'ont aucune capacité à prendre soin d'eux et surtout des autres. Pourtant, dans le cas du VIH, c'est les gays qui en premier ont développé des outils de réduction des risques. C'est eux qui ont commencé à prendre soin les uns des autres, c'est eux qui ont financé les recherches sur les premiers traitements et qui ont fini par convaincre l'État que la prévention par la peur et la répression, ça ne marchait pas. Et pourtant, 35 ans de réduction des risques plus tard n'ont pas suffi à faire comprendre que rendre payantes, par exemple, des tests de dépistage, que de diviser une population entre des bons et des moins bons, de faire que les premiers seraient protégés, que les autres seraient meurtriers, était une mauvaise piste dans la gestion d'une épidémie. Pour conclure, je voudrais quand même avoir une pensée certaine pour les personnes, et en particulier les jeunes gays, lesbiennes, gays, trans, les personnes qui ont été enfermées à la rue, les femmes victimes de violences conjugales, les personnes victimes de violences policières, qui se sont retrouvées globalement vouées à eux-mêmes. Et du coup, en fait, toutes les personnes qui, globalement, dont les mesures sanitaires n'ont jamais pris en compte leur vulnérabilité. Merci. Merci Robin pour cette analyse pleine de... Enfin, voilà, qui nous replonge et qui nous rappelle des choses qu'on a vécues, qu'on a une tendance à oublier parce que peut-être qu'on a envie d'oublier. Et voilà, c'est aussi un moment important. Je crois quand on réfléchit à ce qu'on vient de vivre et qu'on sait qu'on va devoir peut-être imaginer une sortie, justement, comment le faire, sur base de quoi, justement, quels enseignements. Et donc, un terrain spécifique, un mode de vie, des situations de risque spécifiques par rapport au milieu festif, mais aussi un autre groupe qui a pas mal vécu et souffert des mesures trop neutres qui ont été prises, c'est les femmes. Et je me tourne alors vers Natalia Hirtz pour poser la question de comment les mesures sanitaires ont impacté les femmes, notamment celles qui travaillent dans les secteurs de soins, parce qu'on sait bien que c'est un secteur hautement féminisé, puisqu'il y a cette assignation qui a l'air d'être naturelle des femmes à la sphère des soins. Comment ça s'est passé pour ces secteurs de la population, Natalia? Bonjour, ça marche? Je ne m'attends pas, c'est bizarre. Bon, ben voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc,
Voilà, large question pour répondre en si peu de temps. Quel était l'impact de mesures sur les femmes? Encore une fois, les femmes aussi sont très diverses. Donc, ça dépend de la classe sociale, ça dépend des statuts. Donc, ce n'est pas la même chose des femmes qui sont trouvées dans l'économie informelle, sans papier, qu'une femme, peut-être classe moyenne, qui en même temps était en télétravail et qui n'avait pas une chambre pour soi, puisque la chambre était réservée à son mari. Ce n'est pas la même situation pour les femmes victimes de violences et ce n'est pas la même situation non plus pour les femmes qui travaillent dans les institutions de soins. Là, ce soir, dans ces petites 10 minutes, je ne pourrais pas parler de tous les secteurs de soins. Peut-être qu'on en parlera un peu par rapport à l'hôpital, mais là, je veux plutôt me centrer sur les maisons de repos. Il faut savoir que dans les maisons de repos, 87% des travailleurs sont des travailleuses. Donc, c'est pour ça qu'on parle notamment de femmes et qu'en plus, les résidentes sont plus nombreuses des résidentes que des résidents. Donc, c'est vraiment un espace très féminisé. On a beaucoup parlé, et notamment beaucoup parlé lors du premier confinement, de quelque part l'ambiance mortifère qui a régné dans les maisons de repos. On a beaucoup parlé pendant le premier confinement et on a aussi vite oublié. On n'a plus parlé par après. On a l'impression que c'était réglé, mais si vous regardez un peu les chiffres ici en Seine, la plupart de personnes en maison de repos continuent à mourir dans les maisons de repos. Donc, on continue à ne pas lui donner les droits à des soins curatifs, à l'hospitalisation. Bref, on a parlé pendant un certain moment de résidentes et des résidents, mais on n'a pas parlé, par contre, des travailleuses. Dans quelles conditions les travailleuses exerçaient ces travails, octroyer ces soins. Et ça, c'est une vision parfois simpliste. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas parler quelque part de soins qui sont octroyés si on ne parle pas aussi du travail des personnes et dans les conditions dans lesquelles on peut octroyer ou pas ces soins. Okay. Alors, si on parle de ces questions, il faut savoir que lorsque la pandémie est arrivée en Belgique, les maisons de repos s'est trouvées déjà dans une situation très dégradée. Donc, les conditions de travail des femmes, des travailleuses de soins dans des maisons de repos, il faut tenir en considération 61% des maisons de repos à Bruxelles appartient au secteur privé lucratif. Donc, la plupart à des groupes multinationaux cotés en bourse comme Orpea ou des autres groupes, coréens, etc. Et que on est dans des conditions où c'est des femmes avec des contrats de travail très précaires, des horaires très flexibles, en train de s'occuper d'un travail que personne ne veut s'occuper et d'ailleurs ne pas attendre parler. Donc, lorsque le Covid est arrivé, ce qui est plus problématique pour les travailleuses de soins dans les maisons de repos, ce n'a pas été tellement les mesures prises par les gouvernements, mais plutôt les manques de mesures, voire carrément l'abandon. Quand on a accusé à un moment donné, il y a eu scandale par rapport à la question que les personnes de maisons de retraite décédées dans les maisons de retraite, on a aussi vite parlé, aussi vite oublié. Et donc, en tout cas, les responsables politiques, ils sont aussi vite répondus en disant qu'ils n'étaient pas responsables parce que ce n'était pas eux qui avaient donné des ordres précis. Donc, apparemment, c'était notamment les directions des hôpitaux qui refusaient l'hospitalisation. Donc, ils refusaient l'hospitalisation, puisqu'on en parlera par la suite. Aussi, les hôpitaux, ils sont suivis en processus de marchandisation avec des directions managériales qui visent à une diminution de coûts et à avoir de vues à l'hôpital. Ça donne plus de coûts que de bénéfices. Et en plus, puisqu'ils s'étaient saturés, alors il faut dire en Belgique, on n'a pas été comme en Italie ou comme en Espagne dans une situation de désaturation, mais même comme ça, on a refusé l'hospitalisation. Non pas seulement des personnes qui étaient en résidence, mais aussi il y a eu des cas aussi avec des personnes qui s'est trouvées, en fait, des personnes
portant des handicaps et qui habitaient dans une certaine résidence. En gros, les maisons de repos sont devenues des véritables hôpitaux de fortune, comme il y a décrit les médecins sans frontières, qui sont les seuls qui ont fait quelque chose dans les maisons de repos, finalement, face à l'abandon de l'État. Un État qui s'est déresponsabilisé en disant c'est les hôpitaux qui doivent recevoir les personnes qui se trouvent dans les maisons de repos. Et donc, en disant cela, ils ne sont pas donnés des ressources supplémentaires, ni pour embaucher plus de personnel, alors que le personnel travaillait déjà depuis de longues années en sous-effectif, ni pour le matériel de protection, ni pour les médicaments. En gros, voilà, ils sont trouvés à gérer une situation pour laquelle les maisons de repos et les travailleuses de maisons de repos ne sont pas préparés de gérer. Ces infrastructures, ils n'ont pas l'infrastructure, ils n'ont pas l'expertise, etc. D'autant plus que pendant les premiers confinements, les médecins généralistes ne pouvaient pas rentrer ou l'entrée était très limitée dans les maisons de repos. Et ils ne s'étaient même pas formés, il n'y a même pas des équipes de formation qui sont arrivées, à l'exception, encore une fois, c'est une ONG, ce n'est pas l'État, de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières qui sont arrivés pour expliquer dans les maisons du repos comment faire face devant une situation d'épidémie. Puisque jusque-là, les premiers mois du confinement, par exemple, les circulaires qui ont envoyé le gouvernement pour les maisons du repos étaient non pas seulement contradictoires, mais aussi il y avait des mensonges, il y avait des trucs. Ces premiers mois, il y avait des circulaires qui disaient qu'on ne recommandait pas le port de masque chirurgical, le seul auquel on pouvait avoir accès à ce moment-là, dans une maison de repos, puisque les masques FFP5, c'est ça, 2, voilà, ils étaient réservés pour les médecins dans les hôpitaux et pas encore pas tous. Mais donc, le gouvernement recommandait aux travailleuses du soin dans les maisons de repos de ne porter qu'un masque chirurgical qui est en cas d'être en contact avec un malade ou une personne suspecte de Covid-19. Donc, ce qu'à ce moment-là, on savait déjà, en Italie, dénonçait déjà le fait qu'il y avait plein de symptomatiques, et puis on sait très bien qu'il y a un virus, on est contagieux avant d'avoir les mêmes symptômes. Voilà, cette histoire des masques aussi, ça fait beaucoup à la question de, je pense, ce manque de confiance qui a été attribué au monde scientifique. Il faut savoir que ces mensonges qui ont été distribués partout quant à l'utilité des masques ont été même véhiculés par l'Organisation mondiale de la santé et par des organismes comme Sciences Sanofi, puisqu'il y avait pénurie de masques. Et donc, il fallait garder, donc il fallait mentir. Et puis, tout d'un coup, ils se sont dit, ah ben non, si, les masques, elles sont utiles, elles sont indispensables. Donc, tout d'un coup, on l'a imposé de manière coercitive, sans expliquer, en fait, qu'en fait, ils savaient mentir, et qu'en fait, oui, pourquoi c'est utile, comment il faut la porter, etc., etc. Donc, voilà. Dans les maisons de repos, en fait, pour revenir sur les maisons de repos, finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a normalisé ces situations. Il faut savoir que pendant la première vague, 78% de résidents qui ont décédé de Covid l'ont fait dans la maison de repos. Ceci a diminué un peu à 55% pendant les mois de juin jusqu'à fin août. Mais 55% décédés dans la maison de repos, alors qu'à ce moment-là, donc juin-août de l'année passée, on n'avait presque pas de hospitalisés, il y avait très peu de cas. Et puis, lors de la deuxième vague, on est retourné à 73%. Donc, cette situation, elle est devenue, le fait que les maisons du repos sont devenues quelque part des hôpitaux fortune, où les malades Covid, ils doivent rester là, ils ne sont pas hospitalisés, ça est devenu la norme, en fait. La norme est toujours sans personnel supplémentaire, matériel, médicaments, etc. On n'a pas donné quoi que ce soit. Tout ce qu'on a négocié par rapport au nouveau budget de santé est à voir par rapport aux hôpitaux, etc. Mais les maisons du repos ne comptent presque pas pour ça. Donc, pour finir un peu, pour englober, pensons que voilà, l'impact quelque part de cette pandémie dans les maisons du repos est révélateur de deux éléments fondamentaux. D'une part, il me semble c'est la place que ces sociétés achistes nous réservent
nous tous, ou la plupart d'entre nous, en tout cas pour les futurs. Et d'autre part, la place aussi qu'il réserve pour les personnels et pour les personnes subalternes. Donc, c'est-à-dire ces personnes qui s'occupent de soins, justement, de ces personnes qui, une fois qu'ils sont plus productifs et qui sont plus valides, en fait, ces citoyens qui ne sont pas valides et donc pas productifs, qui ne servent à rien, qu'on va les mettre dans une maison de repos. Et ceux qui vont s'occuper, c'est justement une population subalterne. C'est majoritairement de femmes d'origine étrangère ou racialisées et précaires. Okay. Et aussi, pour en finir, c'est ce que cette crise nous révèle, c'est la problématique de la marchandisation de la santé. Donc, je viens de le dire, les maisons de repos, voilà, c'est vraiment un cas exemple de ce que c'est la privatisation de la santé. Cette marchandisation impliquée lors de dernières années, privatisation qui commence déjà depuis les années, fin des années 70, elle ne vient pas de maintenant. Voilà. Mais elle a impliqué notamment une multiplication des contrats de travail précaires et flexibles, en travail en sous-effectif, et donc l'intensification des cadences, puisque voilà, il faut couper, il faut faire des économies, etc. Donc, il faut réduire les personnels et faire travailler d'autant plus ceux qui restent. Et une réduction des investissements permanents, ce qui a servi, notamment les circulaires concernant les masques et tout ça, c'est ce qui avait été dit, ça servait aux directions des maisons de repos pour dire aux infirmières et soignants, nettoyeuses, etc., qu'il n'y avait pas de masques, puisqu'on avait dit que les masques ne servaient à rien. Et donc, on a investi en rien, même, et on a continué à faire des économies, même en période de pandémie, où elles ont continué à travailler en sous-effectif. Et ceci, c'est juste aujourd'hui. Et c'est une façon, finalement, pour finir, ces conditions de travail rendent impossible les travails de soins. Les travails de soins, c'est un travail qui a besoin du temps. Je ne veux pas m'attarder là-dessus là maintenant, mais bon, voilà. Et c'est à ces points-là, donc les travailleuses de maison de repos qu'on a rencontrées, elles parlent de ce point de vue-là d'une maltraitance suivie par l'institution et une maltraitance infligée. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de les soins ou la maltraitance des résidents coupés de la question de conditions de travail dans lesquelles on exerce ces soins. Merci beaucoup. Merci Natalia. Je suis vraiment désolée d'être embêtante avec le temps, mais il file à une allure terrible. Et si on souhaite vraiment avoir des moments d'échange, il est vraiment important d'être vraiment strict avec cette mesure et le rythme. Et donc justement, toujours dans cette idée de revenir vers une idée de partage, d'intelligence collective qu'on crée, qu'on suscite, je vous invite de nouveau à revenir sur la question initiale. Rappelez-vous, qu'est-ce qui permettrait d'améliorer votre confiance dans les mesures de santé publique et de voir peut-être qu'est-ce qui a changé dans votre raisonnement à la suite des interventions que vous venez d'entendre. Et effectivement, peut-être une deuxième respiration musicale en compagnie de Razón de Vivir, qui est une chanson écrite par Víctor Heredia et interprétée ici par Lina Cornejo. On va faire une petite pause de 2 minutes dans laquelle je vous invite à échanger avec masque ou sans masque en fonction de ce qui est OK avec votre voisin ou voisine. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Voilà, donc j'entends que la musique s'estompe légèrement. Et si vous êtes prête et prêt, je vais vous inviter. Bon, ne vous étonnez pas, Natalia est partie quelques instants, mais elle va revenir. Et si vous avez des questions pour elle spécifiquement, je les noterai bien et on les transmettra. Ou on s'organisera pour que ça soit le plus intelligemment collectif possible. Et voilà, donc si suite à ces échanges, à ce que vous avez pu entendre, ou même avec des expériences ou des questions qui vous ont amené ici ce soir, vous avez envie de poser des questions à nos intervenants ou faire des commentaires, c'est le moment. Nous avons un bon quart d'heure pour des échanges avec vous pour commencer. Donc, je vois déjà, il y a deux collègues qui ont des micros, donc je vais peut-être demander à l'un d'entre eux d'apporter... Je vois un monsieur avec une chemise bleue qui lève la main. Et on va prendre une question à la fois puisqu'il faut changer la protection. Bonsoir. Oui, merci. Alors, merci déjà. Alors moi, ma question, c'est par rapport à l'acceptation et la compréhension que pourraient avoir les gens. Je m'explique par rapport à deux choses, en fait, ce qu'avait dit monsieur sur la confiance. Par exemple, les gouvernants qui auraient pu faire preuve de plus de pédagogie par rapport au fait qu'ils ne savaient pas forcément quoi faire, y compris les scientifiques. Les experts ne peuvent pas tout savoir. Est-ce qu'on peut imaginer des gouvernants qui admettent c'est une crise, c'est une nouvelle maladie, on ne sait pas, on va essayer de faire de notre mieux, etc. Est-ce que les gens seraient prêts à entendre ça? Et même chose par rapport à l'intervention de la dame à l'écran, qui dit que les décisions n'ont pas été prises selon la pertinence de la vulnérabilité des gens, mais qui ont été prises de façon universelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas la question de la stigmatisation? Si par exemple on prend une décision sur les personnes diabétiques ou plus âgées ou voilà, plus vulnérables, est-ce que ce serait accepté? Voilà. Est-ce que ce serait compris? Est-ce que voilà, par rapport au processus décisionnel, est-ce que ce n'est pas pris en compte voilà. Merci pour votre question. Je vous donne la parole, Marc.
Oui, merci pour cette question. Elle est tout à fait essentielle. Moi, il me semble que dans un système démocratique et dans un régime, je dirais, démocratique de communication, on fait un pari. C'est-à-dire la démocratie repose sur un pari, sur le pari, disons, pour le dire comme ça, de la rationalité des acteurs. Bon, c'est un pari. Hein. Je ne dis pas que les acteurs sont rationnels, mais au fond, c'est l'idée. Hein, c'est l'idée démocratique fondamentale, c'est-à-dire que si vous voulez, la démocratie repose sur le fait qu'on considère qu'il n'y a pas de vérité absolue et que personne n'a un accès direct à la vérité. Par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? On met une arène politique, ça s'appelle le Parlement, pour discuter de manière pluraliste, pour trouver le meilleur accord possible. Bon, mais il y a une présomption de rationalité. Bon, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que je pense que votre question, en fait, pointe exactement ce problème. Vous demandez, est-ce que les gens sont prêts à accepter ça? Mais je pense qu'il faut parier que oui. C'est-à-dire que, comme l'a dit Paola dans une phrase peut-être qui a passé inaperçue, mais qui était très importante, en fait, me semble-t-il, dans son introduction, elle a dit la confiance politique doit être réciproque. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement la confiance des citoyens dans les autorités, mais la confiance des autorités dans les citoyens. Je pense, de ce point de vue-là, que la manière dont les autorités s'adressent à la population, aux citoyens, est absolument essentielle. Elle est aussi constitutive de la confiance. C'est-à-dire que s'adresser à un public, c'est-à-dire s'adresser aux citoyens, en les considérant comme dignes de confiance, donc dignes de rationalité, donc capables de rationalité, donc capables de réfléchir et capables d'admettre qu'on ne sait pas, par exemple, n'est-ce pas? C'est une manière de stimuler la confiance, en réalité. Comme on dit en philosophie, la confiance est quelque chose de performatif, c'est-à-dire que si vous faites confiance à quelqu'un, eh bien, il a tendance à honorer cette confiance. C'est comme avec les enfants. Si vous faites confiance à votre enfant, en fait, ça risque d'être beaucoup plus efficace que si vous lui imposez une décision d'autorité. Je te fais confiance pour rentrer à 10h ce soir. OK. Il se sent investi de cette tâche parce on le considère comme digne de confiance. Donc, moi, je pense, effectivement, vous voyez, par exemple, dans l'exemple de la vaccination, c'était typique. C'est typique, en réalité. À mon avis, au début, à juste titre, les autorités ont refusé l'obligation de vacciner. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était une décision paternaliste. Ça aurait été une décision autoritaire et paternaliste, qui, en quelque sorte, contrevient à ce principe fondamental de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une présomption de rationalité, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pédagogie. Et le but, c'est d'amener la population à se faire vacciner, d'amener à être convaincue d'être vaccinée. Oui, parce qu'on s'adresse à elle de cette manière. Donc, pour répondre directement à votre question, moi je pense que oui, les citoyens sont prêts à entendre ça. En tout cas, c'est un pari que j'aurais envie de prendre, parce qu'il est conforme, si vous voulez, à l'esprit démocratique, et il est conforme à une confiance que l'on fait dans le citoyen. C'est-à-dire qu'on le considère comme digne de confiance, et pas comme quelqu'un qui doit être piloté, auquel on doit donner des ordres, etc., cachant sa propre ignorance, en fait. Merci Marc. Robin, vous souhaitez aussi prendre la parole par rapport à cette question spécifique? Oui, du coup, peut-être un peu en réaction aussi, justement. Allez-y, s'il vous plaît. Je trouve que, du coup, il y a cette question de confiance, en fait, du coup, j'ai l'impression qu'on oublie que c'est d'abord une évolution, une relation, et du coup, comme toute relation, c'est un aboutissement d'interaction, et que, du coup, elle n'a pas commencé sur la question de la crise, elle a commencé bien avant, et que, du coup, la question de la confiance, en particulier de la méfiance, je pense, envers les autorités et envers le Parlement, on parle du Parlement en particulier, c'est aussi en fait un aboutissement de plein d'autres choses qui arrivaient avant la crise sanitaire, en fait. Et du coup, en particulier les populations vulnérables, de base, la confiance dans les autorités, elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour plein de raisons différentes, mais parce que du coup, elle n'est pas ni protégée, ni représentée, et encore pas du tout représentée. Et donc, du coup, la notion de la confiance dans la notion de la crise sanitaire, en fait, elle n'est que les résultats d'années, de situations d'oppression et de domaines d'oppression qui ne sont pas juste résultantes d'un moment donné, d'une décision pendant une crise. Oui, ça, je suis d'accord. Ça cristallisait évidemment plein de choses qui existaient avant. Ça, c'est vrai. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Maintenant,
par rapport à la question de monsieur encore, moi je dirais que l'affaire des masques que vous évoquiez est absolument catastrophique du point de vue de la confiance. Alors ça, c'était la vraie catastrophe. Il y a une espèce de péché originel là, quand même, qui est extraordinaire. On nous a menti. Hein, et mentir à quelqu'un, c'est vraiment pas le considérer comme digne de confiance. C'est l'instrumentaliser au profit de sa propre finalité, en quelque sorte. Hein. Je mens parce que je veux obtenir un certain résultat ou cacher quelque chose. Donc, c'est une catastrophe du point de vue de la confiance. Donc, voilà. Donc, ce pari de la confiance n'a pas été pris par les autorités. C'est ça que je veux dire. Et alors, par rapport à la deuxième question que monsieur a posée, donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si je comprends bien votre question, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas un risque en développant de mesures très spécifiques en fonction de situations de vulnérabilité des personnes, de stigmatiser? C'était une question que vous aurez voulu poser à Linda Cambon, qui n'est pas là, mais je me demande si autour de la table ou parmi les partenaires, il y a des pistes de réponse par rapport à cette question. Est-ce que c'est toujours mieux alors de miser sur l'universalisme? C'est un peu ça, hein, la question. On va peut-être vous rapprocher le micro. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'avait dit la dame est tout à fait pertinent d'un point de vue sanitaire, mais est-ce que d'un point de vue décisionnel, il y a toujours des réactions après la prise de décision? Est-ce que les gens auraient accepté? Est-ce qu'on n'aurait pas dit on stigmatise par exemple les personnes âgées ou les personnes diabétiques, etc. Et que c'est peut-être stigmatisant et donc que ça ne devrait pas se faire. Alors, du coup, si je peux me permettre, est-ce que vous, au milieu festif, ou vous, quand on pense aux femmes travaillant, est-ce que ça aurait été stigmatisant de prendre des mesures spécifiques qui prennent en compte ces réalités-là? Est-ce que vous avez cette impression-là? Moi, je ne pense pas que c'est une piste de solution de se dire de faire des mesures spécifiques. Par contre, de proposer à des populations spécifiques des possibilités pour qu'elles prennent soin d'elles, ça, c'est peut-être une possibilité. Et j'ai parlé des jeunes, par exemple, mais ça a été ça l'idée. Les jeunes, ils ont eu les mêmes mesures que tout le monde. Pour autant, les risques, et du coup, ça a été très bien dit par Linda dans son intervention, ils n'avaient pas de risques spécifiques et finalement, ils ont pris beaucoup plus de risques que les autres, en particulier sociaux, mentaux, etc. Et ils les ont pris quand même pour protéger les autres. Et certes, ça a été restrictif, mais pas que. Et la vaccination est un bon exemple. Les jeunes se sont fait vacciner, hein, et pour autant, ils n'en ont pas spécialement besoin. Donc, du coup, il y a une question aussi d'un moment ou un autre. Le coercitif ne fonctionne pas, je pense. Et je pense que, en effet, si l'idée, ça avait été de dire, par exemple, on ferme les maisons de repos et tous les autres peuvent continuer de vivre leur vie, je pense pas que, moi, personnellement, c'est pas une société qui m'intéresse. Je pense qu'on aurait pu beaucoup plus se baser sur l'autonomie des gens et d'être dans la bonne explication et du coup de laisser les gens prendre des décisions pour eux-mêmes mais pour les autres, et à mon avis ça aurait tout à fait aussi bien fonctionné. Mais je pense que c'est juste qu'à la base en fait il n'y a pas eu d'explication en fait. Et alors, si je peux me permettre de rappeler aussi un élément de réponse à votre question, monsieur, dans l'intervention de Linda Cambon. Elle a parlé de démocratie sanitaire, de comment est-ce qu'on aurait pu imaginer une autre expertise qui aurait été créée collectivement au sein de communes, au sein de structures ou d'institutions intermédiaires, et pas simplement au niveau de plus hautes sphères de l'État vers chacun et chacune d'entre nous. Voilà, peut-être une piste de réponse va dans ce sens-là. Je ne sais pas si mes collègues ont repéré d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole. Donc, il y a ici, peut-être, histoire d'équilibrer le côté gauche et le côté droit de la salle, je vais donner la parole à monsieur ici avec la veste bleue, qui est d'ailleurs notre partenaire. J'ai une question, mais on reporte souvent la question de la confiance de la population envers les autorités. Ça rejoint un peu la réflexion que vous avez amenée, mais qu'en est-il du manque de confiance des autorités envers ceux qu'ils représentent, et comment expliquer ce manque de confiance inversé? Des mesures coercitives, infantilisantes, qui donnent le sentiment que les autorités n'ont pas confiance envers la population qu'ils sont censées représenter.
Oui, c'est exactement le problème que je soulignais. Donc cette confiance doit être réciproque et il faut absolument considérer ce phénomène de la manière dont les autorités considèrent la population. Est-ce qu'elles les considèrent comme dignes de confiance ou pas? Si elles les considèrent comme dignes de confiance, elles peuvent engager des processus d'explication, de la pédagogie, des mesures de proximité, etc. On en parlait tout à l'heure, c'est très important. Si je peux compléter un peu, puisque je ne veux pas me répéter par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais compléter par rapport aussi à ce que disait Linda Cambon. J'ai été tout à fait favorablement impressionné par son tableau très clair qu'elle a fait des failles de la politique sanitaire. Mais moi, j'aimerais apporter un peu de nuance par rapport à ce qu'elle a dit, et plus exactement, j'aimerais amener un facteur temporel, si on veut. Hein, il ne faut pas oublier quand même les circonstances historiques, les conditions historiques dans lesquelles tout ça a démarré. Très rapidement, c'était vraiment une surprise. Tout le monde a été pris en quelque sorte d'un effet de surprise, et les autorités publiques se sont trouvés face à une situation qu'il fallait gérer. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, d'une certaine manière. Et à mon avis, le problème, ce ne sont pas vraiment les premières mesures prises un peu dans l'urgence, dans l'incertitude, dans la non-connaissance des choses. C'est le fait de persévérer, au fond, dans ces failles qu'elle a très bien identifiées. Moi, je crois aussi qu'à partir d'un certain moment, c'est ce que j'ai ressenti ici en Belgique, évidemment, qu'à partir d'un certain moment, je ne sais pas exactement quand, mais quand justement ces failles qu'elle a identifiées sont apparues, quand on a vu que les politiques égalitaires n'étaient pas vraiment des bonnes politiques, que le calcul coût-bénéfice sous-estimait les méfaits du confinement, et qu'effectivement, comme elle l'a dit, je cite ici les 3 éléments qu'elle a identifiés. On n'a pas fait assez on n'a pas pratiqué l'intelligence collective. Donc je ne sais pas à partir de quel moment est-ce que ces choses sont remontées à la surface, mais c'était quand même assez tôt. Moi, je pense qu'à partir d'un certain moment, il y a eu de la part des autorités politiques et sanitaires une forme de jouissance du pouvoir. À travers ces mesures qu'ils continuaient, et qu'ils continuent encore aujourd'hui, à édicter de manière autoritaire. Je pense qu'il y a une espèce de revanche du politique, en quelque sorte, parce que n'oublions pas le contexte général quand même de toute cette affaire, c'est-à-dire que quand même, on est massivement dans une époque où le pouvoir politique est délégitimé par la globalisation, par les multinationales, etc., etc. Et vous savez bien qu'il y a une espèce de crise de légitimité des pouvoirs. Et là, ils avaient en fait cette occasion inespérée, si je puis dire, de pouvoir réaffirmer leur pouvoir, de dire le pouvoir c'est moi et je vais vous le montrer. Alors vous allez porter des masques, on va fermer les écoles, on va faire ceci, on va faire cela. Je soupçonne cette jouissance du pouvoir. Et ça, à mon avis, ça perdure un peu. Et donc pour expliquer ce manque ce que vous avez identifié comme un manque de... Je pense, je ne dis pas qu'il faut tout ramener à ça, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette jouissance du pouvoir qui s'est manifestée et se manifeste encore. Merci Marc Hunyadi pour cette tentative de réponse à cette question épineuse. Effectivement, on va prendre encore une question tout en haut, Madame. Ah oui, d'accord. Mais, on va prendre une question en haut et puis on va revenir à la question de Madame. Et si je peux juste vous demander de faire des interventions brèves parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je suis vraiment désolée de devoir cadrer à ce point, mais il faut que ça soit bref pour que tout le monde puisse s'exprimer. Bonsoir. Donc moi, c'est Sylvie Vanufel, je suis une collègue de Robin. En fait, je travaille aussi pour le réseau Seftanite. Et en fait, j'aurais juste voulu rebondir sur la question de monsieur juste avant, avec un bref échange. Je pense aussi qu'au niveau du fait que les autorités ont une certaine méfiance au niveau de la population, je pense aussi qu'il y a un décalage entre les réalités de ce que vivent les autorités et de ce que vive la population. Clairement, rien qu'au niveau socio-économique et du contexte de vie et des conditions de vie notamment, comment peuvent-ils finalement prendre des bonnes décisions au niveau de leur population s'ils ne vivent pas dans les mêmes conditions de vie que nous? Donc ça aussi, je pense que, nous, on a eu pas mal de réunions avec les politiques. On a eu également travaillé avec les jeunes, dans les focus group, dans les entretiens individuels. Et clairement, quand on discute avec les politiques et que, voilà,
donc ils stigmatisent quand même pas mal la jeunesse par rapport aux fêtes, etc. Mais quand on va sur le terrain, il n'y a pas que les jeunes, il y a des jeunes de 40 ans aussi. Et ça, ils en sont conscients, mais ils ne vont pas le verbaliser. Et donc, clairement, pourquoi stigmatiser une tranche d'âge, peut-être dans leur intérêt, certes, mais voilà, je pense qu'il y a aussi ce décalage de la réalité. Et clairement, comment est-ce qu'on pourrait les faire revenir dans notre réalité à nous? Parce que, bon, voilà, dans les décisions qu'ils ont prises et dans les mesures sanitaires, je pense qu'il y a beaucoup de public et de la population qui a trouvé que ces mesures ne correspondaient pas, ça c'est redondant avec ce qu'on a dit plus tôt, mais ne correspondaient pas avec leurs conditions de vie. Et ça se voyait aussi dans leurs discours et dans les réunions auxquelles on a travaillé ensemble. Et je pense que c'est aussi notre travail en tant que travailleurs de pouvoir remonter les retours de terrain. Maintenant, il faut aussi que ce soit des échanges et qu'ils puissent les entendre et réagir par rapport à ces retours. Merci beaucoup pour remettre du concret sur le travail, effectivement, et la nécessité de finalement ramener nos décideurs, nos représentants politiques à le quotidien des personnes qu'ils sont censés représenter. Je ne sais pas s'il y a des réactions, mais je propose de prendre une dernière intervention de madame ici devant, en pull noir. Si je peux te demander, Alexis, alors de peut-être... je ne sais pas comment... Et si je peux juste de nouveau rappeler le besoin d'être bref dans les questions ou les réactions. Ça va être difficile de faire bref parce que je fais toute une recherche-action sur les dysfonctionnements du système social. Je suis dans la participation citoyenne dans plein de trucs. Et donc, j'ai commencé ma recherche-action dans le sens de savoir si, dans quelle mesure la participation citoyenne permet de sortir de l'exclusion, quels sont les freins et les obstacles. Et je pourrais en dire énormément de choses. Et moi, je me suis retrouvée dans une maison de retraite parce que j'ai fait un burn-out en début d'année et je suis restée 3 semaines dans une maison de retraite. Mais ces lieux sont à abolir, c'est plus possible, quoi. Et donc, moi, je suis malade chronique, j'ai 10 maladies chroniques, donc j'ai l'occasion d'observer le système dans toute son ampleur. Je rencontre beaucoup de patients et j'essaye de moi-même de créer une association pour changer le système. Et ces dysfonctionnements, on peut les poser dans les termes de la domination dans ce système social et de santé. Et il y a le problème que les médecins ne parlent pas au social et le social ne parle pas aux médecins. Et il y a un vrai problème de formation dans la formation des médecins. Et je pourrais en dire des tas de choses. Par exemple, BIAIV est en train de travailler à ça. Ce sont les soins de première ligne. Il y a vraiment une révolution à faire parce que une fois qu'on est malade chronique, on est considéré comme un sous-citoyen. Donc si on est isolé socialement, on est bloqué parce moi, malheureusement, j'essaye de créer mon emploi, ce qui est un exploit. Et je veux arriver à ce que des personnes malades chroniques ne soient plus isolées et puissent avoir accès au savoir, qu'elles puissent être dans le lien social de qualité et durable, et qu'elles sortent du mépris, parce que tout le système est basé sur l'indifférence, l'impuissance, le déni de responsabilité, la déresponsabilisation. Et il y a un cocktail de mépris, et il y a aussi les effets pervers des jugements erronés, non vérifiés, qui concernent les représentations mentales et tout ça. Et quand on voit ce système, c'est comme si les personnes exclues, elles devaient payer, mais elles n'ont pas droit de gagner de l'argent. Et ce système est totalement à revoir en profondeur. Et j'espère que Bruxelles Laïque va m'aider dans mon combat. Tu me connais bien, Paola. Tu sais que je suis déterminée, que ça fait 20 ans que je travaille sur la question et qu'il y a vraiment des choses à faire pour inverser le système et rendre une place à chaque citoyen et pas le mépriser comme on fait actuellement. Merci pour cette intervention très, très complexe, effectivement. Claire, vous nous interpellez personnellement et on va essayer, dans la mesure de nos moyens, de donner place à cette invitation. Voilà, donc je pense qu'après ces premiers tours d'échange,
il est peut-être intéressant d'explorer de voies possibles pour aller vers une santé publique basée sur la confiance. Et il y a une question que nous avions envie de vous poser à vous ici autour de la table. Quelles sont pour vous les mesures concrètes, prioritaires, à mettre en place pour restaurer ou renforcer la confiance des personnes? Donc, quelles pourraient être aussi des approches en termes de promotion de la santé, de réduction des risques ou d'humanisation de soins et des pistes à mettre en place par rapport à ces chantiers énormes qui nous attendent. Je ne sais pas si je commence peut-être par donner la parole à Robin. Je trouve que c'est une question qui est très complexe à répondre pour la simple et bonne raison que du coup, on se pose la question du rétablissement de la confiance et donc du coup de se poser la question que est-ce qu'il y avait une confiance avant et donc du coup est-ce qu'il y a une confiance à rétablir ou est-ce qu'il y a une confiance à établir. Moi je pense que c'est plus ou moins la première question que je me poserais et je pense que du coup si on parle des publics sur lesquels je suis là aujourd'hui, donc le public festif, je ne sais pas si vraiment il y a eu une confiance établie quelque part entre les autorités et le public festif depuis les 30 dernières années. Si on parle globalement plus en termes de promotion de la santé, de nous, ce qu'on a pu faire, je pense que l'approche de la réduction des risques, qui est du coup une approche centrée sur le non-jugement et du coup l'accompagnement, sur l'empowerment des individus et sur le fait que chaque personne, globalement, est experte de ses propres vies et de ses propres parcours de vie. Il est évident qu'actuellement, la santé publique n'est malheureusement pas forcément basée là-dessus. Et on l'a vu là, sur la question de la pandémie. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait, les premières mesures qu'on pourrait mettre en place seraient en effet d'arriver à une mise en place de mesures concertées. Je pense que Linda le disait très bien là-dessus. Et du coup, une démocratie sanitaire qui ressemble à une véritable démocratie, où donc du coup, tous les parties prenantes pourraient avoir droit à la parole autour de la table, ce qui pour l'instant est loin d'être le cas. Et surtout d'arrêter d'infantiliser de manière permanente la personne, donc soit le patient ou que ce soit la personne en recherche de soins. Et c'est déjà pas mal. Et je veux bien revenir sur les questions de la formation. Je pense que, en effet, la formation des personnels soignants à l'accueil des vulnérabilités de toutes les personnes serait déjà une bonne chose. Et je pense qu'on l'a vu et qu'on continue de le voir et qu'on va continuer de le voir pendant très longtemps. Actuellement, les médecins sont des exemples même de la société dans laquelle on vit. Donc, du coup, une société basée globalement sur une santé de personnes plutôt en bonne santé, plutôt jeunes, plutôt des hommes ou des femmes blanches de moyenne d'âge de 30 ans, plutôt hétérosexuels, plutôt cisgenres, plutôt bref, tout ça. Et que donc, du coup, je pense que le jour où on arrivera à une médecine un peu plus holistique et un petit peu moins concentrée sur les populations dites majoritaires économiquement, on sera peut-être un petit peu mieux que maintenant. Merci Robin. Merci Robin. Natalia Hirtz, est-ce que, en concernant le terrain que vous étudiez, les femmes et plus spécifiquement les femmes insérées dans le secteur de la santé et des soins, quelles seraient les premières mesures à prendre pour qu'il y ait cette santé publique basée sur la confiance? Avant de répondre à ta question, j'aimerais quand même répondre un peu à l'intervention de la femme tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement de la santé en lutte. Je trouve que c'est quand même un mouvement qui a débuté en 2019, qui est très intéressant, puisque c'est ce qui se demande, c'est pas seulement se battre en tant que travailleur de la santé de tous les secteurs, mais aussi avec des patientes et des patientes, ou bien tous les citoyens, parce que la santé nous concerne à tous. Donc voilà. Alors par rapport à ta question reviendrait un peu à comment humaniser les soins de santé. Et voilà, on pourrait dire que, il me semble en tout cas qu'on ne peut pas parler d'humanisation des soins de santé
et d'un autre modèle à celui qui existe de maisons du repos, des hôpitaux, etc., sont une démarchandisation de la santé. C'est ce qu'aujourd'hui j'ai parlé. Voilà, je me suis plutôt centrée sur les maisons du repos, mais il faut savoir aussi que si il y a eu ces situations de la maison de repos, c'est aussi parce qu'il y a une situation aussi des marchandisations de la santé dans les hôpitaux. Donc il y a une situation déjà aussi de travail flexible, de travail précaire, et notamment et surtout des travailleurs sous-affectifs dans les hôpitaux et des politiques managériales qui visent de plus en plus la réduction des coûts. Et donc la réduction des coûts, notamment en réduisant le nombre des travailleurs et en augmentant les cadences. Donc un soin qui, avant, on octroyait une demi-heure, on va donner de moins en moins du temps pour octroyer ces soins. Et ça déshumanise complètement, mais ça fait partie de cette organisation du travail qui est propre au monde de la production des marchandises, et qui est appliquée dans le monde de soins et qui est renforcée avec la marchandisation du système sanitaire. Et alors, lorsqu'on parle aussi de cette marchandisation, elle est poussée aussi par un sous-financement du secteur de la santé, en fait, un sous-financement qui commence depuis quelques années déjà. Il y a un autre problème aussi par rapport à la pandémie et pourquoi apparemment il n'y a toujours pas assez de places où chaque fois les hôpitaux risquent d'être débordés, c'est que depuis les années 80, on n'a pas arrêté de retirer des lits aigus dans les hôpitaux. Puisque c'est beaucoup plus rentable d'avoir des petites opérations en fait, où il part à la maison et de toute façon, il aura toujours une femme, que ce soit la voisine, la copine, sa femme ou la mère qui va s'occuper de la personne qui devrait recevoir normalement, qui aurait normalement reçu ses soins à l'hôpital, mais tout en disant non, vous ne restez pas à l'hôpital, vous pouvez aller à la maison, mais après, il y a quand même du repos à faire et quelqu'un qui doit s'occuper de ces repos. Donc voilà, on a coupé en coupant dans les lits, les matériels de protection en cas de pandémie, les personnels, etc. Et on se trouve dans ces situations. Et aussi, quand on parle de sous-financement de la santé, c'est puisque on se trouve dans ces situations où la place prise dans les budgets par les médicaments est de plus en plus importante. Et là, ça, une chose très importante, c'est que le secteur de la pharma fait partie de la santé aussi. Et pourtant, les médicaments, ils sont dans les mains exclusivement du secteur privé et plus exclusivement du secteur des multinationales. Alors, ceci, ça a à voir notamment avec, on peut dire, la question de la confiance aussi. Hein. Quand on parle du vaccin aujourd'hui, on voit qu'il y a une politique quand même par rapport au vaccin qui est d'une part complètement mortifère, mortifère dans le sens où les pays plus riches ou plutôt plus enrichis historiquement donc, ont accumulé une grande part des vaccins et que la plupart des pays plus appauvris n'ont pas accès à ces vaccins parce que les prix sont extraordinaires ou puisqu'ils ne peuvent tout simplement pas. Moi, je viens d'Argentine, par exemple. Pfizer ne veut pas vendre à Argentine puisqu'il a déjà eu des contrats avec l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc. Il ne peut pas produire plus. Donc, voilà, ils ne vont pas donner priorité à un pays qui ne va pas redoubler les prix. Donc, ceci, ça fait que dans les pays les plus pauvres du monde, seulement 2% de la population a pu être vaccinée jusqu'à maintenant. Donc, c'est-à-dire seulement leur élite. Ceci, quelque part, va à l'encontre d'une politique sanitaire qui ne peut pas être que nationale, puisqu'en fait, ça ne fait que, si les vaccins fonctionnent comme ils disent, ça augmente énormément les risques de la création des nouvelles variantes qui vont arriver ici aussi. Et d'autre part aussi, le fait de... Et donc là, ça a à voir avec une demande qu'on fait depuis un an, des levées du brevet du vaccin de Covid. Donc, c'est des demandes qui est faite depuis un an et que c'est notamment les pays les plus enrichis, ceux qui ont cumulé la plupart des vaccins, qui ne veulent pas supprimer donc, les brevets des multinationales privées de ces vaccins. Et ceci, ça ne fait que créer d'autant plus de méfiance,
Puisque du moment, d'une part, premièrement, quelle confiance peut-on faire à une multinationale? Donc voilà. Et quelle confiance peut-on faire à une multinationale alors qu'on a signé des contrats avec des secrets commerciaux? Donc on n'en sait rien. Et donc en plus du fait que c'est dans les mains d'une multinationale, tous les développements et tous les stades du développement du vaccin ne sont pas contrôlés par le pouvoir public, ne dépendent que de la confiance qu'on peut faire aux multinationales. Voilà. Tout ceci ne peut faire que justement renforcer la méfiance et aussi avec ça des théories voilà, plus complotistes, etc. Voilà. Et pour finir, moi, il me semble que comment humaniser les soins et comment avoir une santé pour tous, mais aussi pour toutes, c'est notamment en démarchandisant les soins. Mais démarchandiser la santé, ça ne veut pas dire l'étatiser tout simplement. Il me semble qu'on doit complètement renverser la logique d'une société en fait où la production des marchandises prévaut sur la reproduction de la vie. Et donc voilà, c'est un système prédateur de la vie humaine, prédateur de la force du travail qui est la vie humaine, de la nature, de la terre, du climat, etc. Et donc, on ne peut plus continuer. Si on veut vraiment une santé pour tous et pour toutes, il faut carrément finir avec ces systèmes capitalistes, patriarcales, raciales, achistes et validistes. Voilà, merci beaucoup à tous et toutes. Merci beaucoup, Natalia, pour cette analyse féministe et en appliquant la grille du care, du prendre soin autrui à le système de santé, la santé publique. Marc Hunyadi, quelle pourrait être la première action à mener pour une politique de santé publique basée sur la confiance? Je crois que la confiance peut être rétablie que d'abord par les acteurs eux-mêmes, et donc les solutions, c'est les acteurs qui doivent les trouver. Mais justement, je pense qu'au fond, la solution, elle tient en un mot, une formule qui est facile à dire et difficile à réaliser. C'est tout le problème. Je pense que pour restaurer la confiance, il faut être attentif aux attentes. Voilà. Sauf que être attentif aux attentes des uns et des autres, ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas de prêter l'oreille. Il faut en réalité des dispositifs institutionnels, comme vous l'avez dit. Il faut s'asseoir autour d'une table, il faut, etc. Il faut... donc il y a tout un... encore une fois, donc voilà, il y a un ensemble de dispositifs institutionnels qui devraient permettre ça. Évidemment, on n'est pas sur cette voie, mais... Ces dispositifs institutionnels aussi que vous appelez de vos voeux, c'est eux qui vont créer au fond de la proximité, une plus grande proximité avec les acteurs, puisque être attentif aux attentes, ça veut dire être attentif aux attentes des uns et des autres, selon leurs besoins, selon leur catégorie, etc. Et moi, ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, vous avez attiré l'attention, vous, sur la marchandisation et tout cet arrière-plan, disons, économique, qui est effectivement très, très réel. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la tendance actuelle à la numérisation de la médecine, et c'est une tendance extrêmement lourde, va exactement à l'inverse, en fait, de cette médecine de proximité, de cette médecine de confiance, de cette attention aux attentes. Alors, voilà, c'est tout un sujet maintenant le numérique à la médecine, mais globalement, le numérique prend une part de plus en plus grande. C'est une part évidemment multifaciale, multifactorielle. Il est certain que le numérique apporte beaucoup de bienfaits à la médecine aussi, donc c'est certain, à travers les big data, il y a des tas de domaines où le numérique est objectivement, si vous voulez, une amélioration des soins, mais le numérique aussi est un facteur de mise à distance, d'éloignement, voilà, d'abolition en quelque sorte de la proximité. Moi, je pense que les GAFA, à cause de la place structurelle qu'ils ont dans ce système, en fait, eux, au fond, leur horizon ultime, c'est l'ubérisation des médecins et des pharmaciens. C'est-à-dire qu'au final, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'en passer, pouvoir se passer des médecins et des pharmaciens. Quand on commence à faire des machines à diagnostic, quand on commence à faire des cabines de télédiagnostic sans personnel, sans médecin, etc., on va vers ça.
En tout cas, c'est leur projet. Et donc il faut en être conscient pour pouvoir y résister. Moi, je crois que nos universités, par exemple, s'équipent très très mal, mentalement et pédagogiquement, pour lutter contre ça. Je pense qu'il y a une sous-estimation massive de l'emprise des GAFA sur la médecine. Et donc, voilà. En fait, voilà, je ne vais pas développer ce sujet qui me tient aussi à cœur, mais voilà, donc avec le numérique, on va vraiment dans la direction inverse de ce que requerrait une politique de confiance, c'est-à-dire la proximité. Merci beaucoup pour ramener... Ah, quand même. Merci beaucoup pour ramener de nouveau la préoccupation autour de ces transformations majeures que nos sociétés doivent traverser, la transformation numérique. Une transformation qui est effectivement au cœur du développement de ces dispositifs de surveillance, de contrôle qui entament notre confiance et qui poussent peut-être aussi à la défiance d'une certaine manière. Une défiance qui peut être saine, mais qui doit être équilibrée. Pour pouvoir maintenir ces échanges qui font de la démocratie le meilleur état possible en politique. On arrive vraiment à la fin du temps qui nous est imparti. Justement, je voulais, avant de vous remercier, mesdames et messieurs du panel et mesdames et messieurs du public, attirer votre attention à deux moments dont les thématiques ont été évoquées lors de ces débats, qui seront traités à deux moments de notre programmation dans les jours à venir. Il s'agit du débat 11 millions de suspects qui aura lieu le vendredi 29 octobre, qui pose la question de la surveillance, effectivement, et de la méfiance, justement, des institutions vis-à-vis des citoyens et des citoyennes, et comment est-ce que se construisent ces mécanismes de contrôle et de surveillance, notamment par les entreprises et les outils numériques. Mais il y a aussi Tous e-docteurs, un débat qui aura lieu le 30 octobre, le samedi prochain, qui pose exactement la question de la e-médecine, les outils dont Marc Hunyadi vient de nous parler. Ben voilà, ces outils d'auto-diagnostic, d'auto-observation et tout ce qui s'ensuit dans le bouleversement de nos habitudes en matière de santé. Voilà, deux rendez-vous. Encore un dernier mot par rapport à ces débats. Santé pour tous, avec un point d'interrogation. Eh ben, c'est un débat qui s'inscrit dans une campagne du Centre d'action laïque communautaire, une campagne d'éducation permanente intitulée Santé de tous, santé pour tous, qui explore sous différents formats toutes les questions liées à la santé des humains, mais aussi des écosystèmes, comme Natalia a évoqué. Effectivement, on ne peut plus faire semblant qu'on peut délier la question de nos bien-être en tant que personnes, des bien-être de ceux qui nous entourent et des autres êtres qui peuplent cette planète. Voilà, encore un tout grand merci Marc Hunyadi, Natalia Hirst aussi, merci beaucoup. Robin Deribé, merci pour vos interventions, vos analyses. J'espère vous retrouver à d'autres moments, à d'autres rendez-vous. Et vous, mesdames et messieurs du public, merci aussi pour votre participation. N'hésitez pas à visiter notre site internet, à visiter nos profils sur nos réseaux sociaux pour découvrir la programmation de notre Festival de Liberté en édition qui a encore 4 jours devant elle. Il y a encore pas mal de choses à découvrir en musique, documentaire. Il y a une exposition et des installations et encore pas mal de rencontres possibles. Bonne soirée et à la prochaine.